pouvoir commencer. Alors, merci à tous d'être là. Alors, évidemment, la plupart d'entre vous ont coupé leur caméra, c'est très gentil d'ailleurs. Merci de couper le son pour tous, sauf évidemment Philippe Siès qui va nous donner la première présentation de cette troisième session de revue de projet du thème 2. Donc Philippe, nous te passons la parole pour une douzaine de minutes et ensuite on aura un petit échange avec les gens dans la salle ou ailleurs à travers le chat. Merci. Ouais, bonjour. Bonjour. Ben, merci. Donc Jean-Daniel prendra la parole pour présenter certains de ses résultats. Je crois que Roland Sarda n'étant pas là, je présenterai aussi ses planches. Donc en 12 minutes, l'idée, je pense, de ce projet qui s'appelle EMCARE, qui veut dire Eastern Mediterranean and Middle East Climate and Atmospheric Research Center, c'est de créer un nouveau centre d'excellence de rang européen, voire international, lié en fait à la crise climatique et aussi aux problèmes de qualité de l'air qui affectent la région de la Méditerranée de l'Est et le Moyen-Orient. Alors, le centre sera basé sur l'île de Chypre, autour du Cyprus Institute, et c'est Jean Siard donc, qui est le coordinateur de ce projet. On voit que l'île de Chypre, en fait, c'est très à l'est de la Méditerranée, c'est à peu près à la même distance, à 1000 km à l'est d'Athènes et aussi à 1000 km à l'ouest de Bagdad. Donc, c'est vraiment très proche, en fait, du Proche et du Moyen-Orient et aussi de la Méditerranée de l'Est. Alors, c'est un projet en fait européen de type un peu spécial qui s'appelle un projet de teaming, c'est-à-dire un partenariat à long terme en fait, puisque le projet dure 7 ans, entre le Cyprus Institute où travaille Jean Siard et puis 3 partenaires qui sont l'Institut Max Planck de chimie à Mayence avec Jost Lillefeld, l'université d'Helsinki, donc à Helsinki, avec Markku Kulmala, qui travaille plutôt sur les aérosols. Jost travaille plus sur la chimie de l'atmosphère et aussi les impacts du changement climatique. Et puis donc le LSE, où je représente le laboratoire pour ce projet. Il y a plusieurs autres personnes qui sont impliquées. Donc c'est un projet en fait européen qui a été démarré en 2016 lors d'une phase préparatoire et qui a été lauréat en fait d'un petit groupe de projets qui sont un peu réservés aux pays d'Europe de l'Est et d'Europe du Sud, qui sont dits moins performants en termes d'obtention de projets européens. Donc c'était un call qui leur était réservé. Et donc là, Jean va vraiment pouvoir créer quelque chose de très important dans la région, puisqu'il a obtenu un financement de l'Europe pour 7 ans qui est de l'ordre de 15 millions d'euros, avec un financement du gouvernement chypriote qui s'ajoute à ces 15 millions du programme H2020 pour développer donc un centre régional qui a plusieurs fonctions. D'abord, c'est, je dirais, de monter en gamme les capacités de l'Institut du Cyprus Institute en créant donc en fait je dirais un lieu de connaissance, de recherche, mais aussi dédié donc aux problèmes qui affectent et qui vont affecter dans le futur la région de la Méditerranée de l'Est et du Moyen-Orient, à savoir des émissions de gaz à effet de serre qui sont en forte hausse, des fortes pollutions, notamment des pollutions avec des aérosols anthropiques, mais aussi des poussières, puisque la péninsule arabique est aujourd'hui, avant l'Afrique du Nord, la première zone d'émission de poussières désertiques dans le monde, au moins pendant la moitié de l'année, et aussi sur les impacts du changement climatique qui risquent d'être particulièrement sévères dans cette région. Donc l'idée, c'est de pouvoir développer en quelque sorte une capacité pour aider les autorités de Chypre, mais aussi collaborer avec d'autres pays et d'autres centres universitaires ou centres de recherche de cette région, donc qui va jusqu'aux pays du Golfe, et bien sûr qui inclut l'Égypte, une partie de l'Afrique du Nord et puis la Méditerranée de l'Est, pour pouvoir donc créer, je dirais, des nouveaux projets et de nouvelles initiatives permettant de répondre en fait, je dirais, aux besoins assez forts en fait je dirais, de services climatiques et aussi de suivi donc des émissions de gaz à effet de serre. Alors un point important de ce nouveau centre, c'est que c'est pas seulement la production de recherche, mais c'est aussi la production en fait d'informations
qui est directement utile pour la politique climatique, c'est-à-dire à la fois la politique d'adaptation dans le cadre des accords de Paris et aussi les stratégies de réduction, de mitigation des gaz à effet de serre. Et il y a une quatrième dimension dans cette vision, en fait, à long terme, c'est de pouvoir aussi développer des liens du côté de l'innovation pour pouvoir faire en sorte que les connaissances de recherche et les observations atmosphériques qui sont développées dans ce centre puissent s'intégrer avec des initiatives qui sont portées par le secteur privé pour développer aussi les capacités d'innovation de cet institut nouveau, donc qui va être créé au sein du Cyprus Institute. Alors, le Cyprus Institute, en fait, c'est un institut donc, qui a été créé il y a plusieurs années, qui contenait en fait des divisions, des grands départements, là, qui étaient travaillés sur l'énergie, en fait, l'environnement et les ressources en eau. Quand on parle d'énergie, c'est parce que le président en fait de l'institut vient du MIT et il a développé très tôt de la recherche là-bas sur l'énergie solaire centralisée, hein, donc pas les panneaux solaires, mais la production d'énergie solaire sur des centrales. Ensuite, il y a un autre centre sur l'archéologie et l'héritage culturel de Chypre, et puis une troisième division sur en fait du high performance computing. Et donc là, avec ce projet, en fait, Jean Siard va devenir directeur d'une nouvelle division, d'un nouveau centre qui s'appelle MKR ou KERC, qui a pour but de devenir indépendant en termes de gouvernance scientifique, même s'il est lié au Cyprus Institute, et aussi indépendant en termes d'acquisition donc de financement complémentaire, en plus donc du budget que j'ai mentionné. Tout en travaillant bien sûr avec un support administratif commun au sein de l'Institut, un peu comme pour le LSCE, et en continuant à collaborer avec les pièces qui sont déjà établies au sein du Cyprus Institute. Alors très rapidement, pourquoi cette région est importante vis-à-vis du forçage du changement climatique? C'est une région qui émet beaucoup de gaz à effet de serre. Là, vous avez les émissions de CO2. Alors je crois que les unités, ce sont des mégatonnes de CO2 par an. Et on voit que les pays du Golfe, par exemple l'Iran et l'Arabie Saoudite, qui sont en vert et en jaune, mais aussi la Turquie, aujourd'hui ont dépassé en émissions les budgets, hein, les émissions du Royaume-Uni ou de la France, par exemple. Et dans son ensemble, la région du Moyen-Orient émet plus de CO2 fossile que l'Union européenne. Et au lieu de décroître, comme c'est le cas dans plusieurs pays de l'Union européenne, en fait, ces émissions continuent à augmenter fortement. Donc, ça devient vraiment une région qui est un peu un hotspot en termes de forçage du changement climatique. Et puis, c'est aussi sans surprise une région qui est aussi un hotspot en termes des impacts et de la vulnérabilité des populations au changement climatique, parce que on sait que le réchauffement va être très élevé. On a déjà des vagues de chaleur qui vont jusqu'à 50 degrés à Chypre, je crois que 55 degrés il y a quelques années au Koweït. Et si on regarde en fait ici, donc c'est une régionalisation des projections du changement climatique global, par exemple la température maximum annuelle en bas et puis la température du wet bulb, hein, on voit qu'il y a des régions qui vont être affectées au point où on peut se poser la question en fait de l'adaptabilité humaine, c'est-à-dire que quand la température pendant plusieurs mois au point de rosée est supérieure à un seuil de l'ordre de 30 ou 32 degrés, ben on a je dirais, des difficultés de fonctionnement, on a des problèmes qui atteignent le métabolisme humain. Et donc, ça veut dire que c'est une région qui va être soumise forcément à des vagues de chaleur qui sont aussi conjuguées en général à des vagues de pollution, puisque dans ces situations météorologiques un petit peu extrêmes, s'il y a des polluants qui sont émis, on va avoir tendance à avoir des accumulations de polluants. Alors, la contribution du LSCE, elle est à 4 grandes parties. La première concerne la composition des aérosols. Jean a déjà un très grand laboratoire, très fort là-bas. La particularité de notre action, qui est portée par Roland Sarda, c'est l'étude et la mesure, le suivi des bioaérosols, quelque chose d'un peu nouveau. Ensuite, la mesure et le suivi des concentrations pour déterminer les émissions de gaz à effet de serre sur des campagnes avec des drones ou bien sur un réseau qui pourrait ressembler dans le futur au réseau ICOS en Europe. Ça, c'est une action qui est portée par Jean-Daniel, Michel, Léo et les gens de l'équipe ICOS. Et puis aussi, on a une action assez forte de modélisation inverse des émissions, l'originalité étant que
on ne va pas regarder seulement les émissions de CO2 et de méthane, mais aussi utiliser les polluants qui sont co-émis, comme le CO et les NOx, pour essayer de séparer différents secteurs pour les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi l'information sur les émissions de polluants, étant donné la faible qualité des inventaires dans cette région, a une valeur. Et enfin, on a une action plus sur la partie, je dirais, valorisation avec notre partenaire Suez, Origin Earth, pour développer sur une ou deux villes de la région Est-Méditerranée, en fait, un nouveau service de suivi des émissions de CO2 qui permet aussi aux villes d'obtenir des crédits carbone pour pouvoir réaliser en fait des projets de réduction des émissions sur leur territoire. Alors, donc Roland Sarda donc, a développé un collecteur et un analyseur de bioaérosols. C'est particulièrement intéressant dans cette région puisqu'il mesure en fait, je crois, à l'observatoire de Nicosie à Chypre, à la fois les spores qui viennent des champignons aéroportés et aussi les pollens. Et il a maintenant, je crois, il a fait une première campagne en 2016. Il a maintenant une time series qui va jusqu'à la période récente et c'est un réseau qui va continuer à s'étendre dans la région. Mais c'est Jean-Daniel présenté en 1 ou 2 minutes ces actions qu'il a commencé à travers une thèse, celle de Young-Song Liu, sur la mesure des profils de gaz à effet de serre avec des drones. Oui, merci Philippe. Vous m'entendez à distance? Oui. Ok. Donc la thèse de Young-Song Liu, elle a déjà démarré depuis 1 an et elle travaille pour l'instant sur la mesure du CO2 aéroporté par drone. Donc l'idée c'est de profiter de l'expérience de côté LSCE sur la mesure des gaz à effet de serre et côté chypriote, ils ont donc un groupe très très fort et bien staffé sur les drones. Donc on intègre là un capteur de CO2 sous drone à voleur fixe ce qui permet de couvrir une zone assez importante sur des profils verticaux ou horizontaux. Donc là vous voyez un peu un plan de test qui a été réalisé par Young-Song et les collègues à Chypre juste à la fin du confinement. Donc le groupe dispose de sa propre piste de décollage pour les drones, ce qui est assez sympa. Suivant. C'est qui passe les plans? Ah, merci. Donc là, c'est les résultats pour Young-Song teste actuellement 2 capteurs de CO2. Donc ce qu'on voit, c'est que les performances du capteur en fait sont assez bonnes pour faire des profils, pour faire une cartographie horizontale à basse altitude. Ce qui fait qu'on va passer probablement à une nouvelle intégration de ce même capteur, mais sous un octoptère qui permet de faire des vols stationnaires. Sur les profils verticaux, on a des petites difficultés qui sont dues à la sensibilité du capteur de température qui retarde un petit peu. Voilà, il y a plein de développements très intéressants. On passera ensuite à la mesure du méthane après l'été avec un capteur in situ un peu plus performant que celui-là. Les perspectives pour Young-Song après, c'est de coupler le capteur CO2 avec un capteur d'ozone, de carbone suie, un étalomètre pour pouvoir faire des analyses, par exemple, de facteurs d'émission sur des sites industriels. Voilà. Jean-Daniel a aussi fait des mesures mobiles autour de sites émetteurs avec une voiture équipée d'instruments. On est en train de faire la première cartographie. Oui, tu as raison, Philippe, j'ai oublié de le mentionner. On fait la première cartographie nationale du méthane à Chypre. Comme l'île est petite, c'est bien. Mais voilà, on commence à avoir des mesures assez étendues géographiquement sur l'île. Voilà. Alors l'idée, c'est que en plus de ces mesures, je dirais, locales pour déterminer, on va dire, des facteurs d'émission ou avoir une estimation des émissions lors d'une campagne, dans ce projet qui va durer 7 ans, on a l'ambition aussi d'étendre, en fait, de créer un réseau régional de suivi des gaz à effet de serre qui peut être combiné au réseau de suivi de la pollution parce que Jean-Cyr a un énorme projet de plusieurs millions avec la Banque mondiale pour installer un réseau de suivi de la qualité de l'air au Caire. Et ils ont aussi un très gros projet avec l'Université du Qatar à Doha pour le suivi de la pollution atmosphérique. Donc, en s'appuyant sur ces réseaux de qualité de l'air existants qui vont être coordonnés, ou en tout cas où l'Institut va avoir un très grand rôle, on pourra commencer à ajouter des stations de suivi de CO2 pour avoir un réseau régional. Alors, c'est une vision de sites possibles, ce n'est pas contractuel, bien sûr, qui nous permettra donc de mieux comprendre
non seulement les sources et les puits, mais aussi le transport à grande échelle, puisque c'est une région qui reçoit des masses d'air qui viennent parfois de la mousson indienne sous certaines conditions, qui viennent aussi des pollutions d'Afrique du Nord, et aussi un transport et l'export en fait par les Balkans et la Turquie, je dirais, certaines pollutions autour de l'est de l'Europe et de la mer Noire. La dernière partie du projet, en fait, qui concerne l'équipe de Frédéric, c'est en fait l'idée d'utiliser les très fortes capacités d'assimilation de données. Frédéric a cette belle image qui montre en fait les nuages reconstruits pour 1972, 7 décembre, et la première image de nuages observés par la mission Apollo. Donc ça montre un petit peu les très fortes capacités aujourd'hui des centres de prédiction numérique et de réanalyse du temps, comme le centre européen. L'idée, c'est que la même chose va être mise en place à l'échelle européenne avec une constellation de satellites qui seront les futurs sentinelles CO2 de Copernicus, qui apporteront en fait des images répétées des concentrations de CO2, sachant qu'il existe déjà en fait des imageurs, comme par exemple ici l'imageur européen Tropomi, qui apporte des informations sur les hotspots, les panaches de NO2, mais aussi de méthane et de SO2. Donc l'idée, c'est de pouvoir combiner en fait cette information dans un système d'assimilation de données pour remonter aux émissions et les comparer aux inventaires. En parallèle, il y a la société Aria Technologies qui est en train de produire un nouvel inventaire pour toute la région qui va nous aider à ce travail. Il y a 2 étudiants qui vont commencer à travailler, 2 étudiants en thèse et un postdoc qui vont être recrutés sur cette activité. Et enfin, la dernière activité qui est en cours de développement avec l'aide de Jean Siard et de notre partenaire Suez, c'est en fait l'idée de pouvoir développer un service de suivi d'émissions de CO2, comme ce que nous développons actuellement à Paris, en entourant la ville ou en positionnant des capteurs de CO2 qui permettent de créer un indice carbone. Et grâce à cet indice carbone, en fait, la ville a accès au marché volontaire des émissions. C'est le cas sur Paris, mais il y a toujours des schémas de clean development, etc., pour d'autres villes dans le monde, qui lui permet en fait de récupérer des revenus, et ces revenus, elle va les réutiliser de manière vertueuse pour pouvoir continuer à accélérer en fait la réduction des émissions. Et alors ce projet-là, il va être développé à l'aide de Thomas Lovo, de Originaires, et puis de chercheurs du LSE qui ont déjà beaucoup travaillé, qui sont très engagés sur la région de Paris. Ce qui sera peut-être plus original, c'est qu'en plus des réseaux sols qu'on espère installer autour de 1 voire 2 villes, on pourra peut-être aussi se servir un petit peu mieux des observations spatiales, parce que c'est une région qui a plus de soleil, donc plus d'observations spatiales, et donc on pourra essayer aussi de combiner à l'échelle des grandes agglomérations les données qui sont acquises par les satellites existants et futurs de mesure du CO2 et les satellites de mesure en colonne des polluants comme le NOx. On voit de très beaux panaches de NOx qui sont ici dispersés, je crois que c'est autour de Dubaï, et qui sont vus par le satellite Tropomi. Voilà, donc je remercie évidemment tous les gens qui sont impliqués dans ce beau projet. Et puis, je ne sais pas si vous avez des questions, bien sûr, on peut essayer d'y répondre ensemble. Merci beaucoup pour ce bel exposé. N'hésitez pas dans la salle à poser fort vos questions ou par chat le temps que je passe la main au présentateur. J'ai une question pour Jean-Daniel. Et c'est quoi la précision absolue de ces mini-capteurs CO2 embarqués sur drone et comment ils fonctionnent? La précision absolue, elle est dépendante de la calibration. Donc là, il y a un gros effort. Enfin, c'est un peu une limitation de la technique parce que ça oblige à avoir des bouteilles de gaz au sol avant le décollage du drone. On peut pas y aller juste avec la télécommande. En fait. Donc c'est précis au ppm. Donc ce qui fait que c'est plutôt destiné à des études sur des panaches assez forts, sur des sites qui émettent fortement. Ça ne sera pas tellement du profilage de bas carbone. Et le principe de fonctionnement, du coup, c'est des non dispersibles infrarouges, avec une petite cellule. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? J'ai du mal un peu sur tout. Alors, Michel demande, non, il ne demande pas, il passe des news. MPR, 3 airports réalisés ces 2 dernières semaines. Merci à Thomas Lemel en vue de la validation de l'instrument Ticone.
Merci Michel pour ces infos. Merci Philippe encore une fois pour ta présentation. On va passer à la présentation suivante. C'est Olivier Evrard qui va nous emmener en Nouvelle-Calédonie.